Faut-il sauver les abeilles pour pouvoir manger du miel? Est-il nécessaire de sauver les espèces en voie de disparition pour les services qu'ils rendent à nous les humains? Faut-il préserver les parcs naturels, car ils font de beaux paysages à photographier? Dans cet épisode, nous nous questionnerons sur ce que signifie vraiment protéger la nature. Nous parlerons d'éthique environnementale, d'utilitarisme, d'écologie profonde ou encore de Notre-Dame-des-Landes. Bienvenue dans Nature Culture. La tendance forte dans le domaine de l'écologie, c'est celle de la protection. C'est ce que l'on appelle l'écologie conservationniste, c'est-à-dire la volonté de conserver l'existant par des mesures de protection dans des environnements clos en dehors de l'homme. On retrouve notamment cette vision de l'écologie dans le concept de réserve naturelle et dans les lois de protection de la nature. Aux États-Unis, on peut citer par exemple la Wilderness Act, une loi qui définit la nature comme un lieu où la terre et sa communauté de vie ne sont pas entravées par l'homme et où l'homme n'est qu'un visiteur de passage. Ainsi, l'écologie de la conservation véhicule un idéal de la nature sans l'homme. Cette vision occidentale de l'écologie est imprégnée de l'idéal judéo-chrétien d'une nature vierge, intacte, qui serait à préserver. La nature serait une valeur refuge, qui représenterait le saint, le beau, la sérénité, et qu'il faudrait éloigner des dégradations dont elle fait l'objet par l'homme. En Europe, les réserves naturelles de l'UNESCO, ou de Natura 2000, sanctuarisent la nature en essayant de la préserver de l'homme. Cette conception de la préservation n'envisage pas l'idée que la nature puisse être un cadre de vie pour l'homme. L'exemple le plus révélateur pour moi de l'absurdité de cette idée, c'est celui de l'affaire Xavier Marmier. Xavier Marmier, c'est un élagueur qui a choisi, il y a 8 ans, de construire une cabane dans un arbre, dans une forêt près d'un petit village au sud de Besançon. Il vit dans cette cabane sans détériorer l'habitat naturel, il a construit quasiment toute la maison avec des matériaux de récupération, essentiellement du bois. Il utilise un panneau solaire pour l'énergie, il récupère l'eau de pluie ou va se servir à une source à quelques kilomètres de là pour avoir de l'eau. Jusqu'ici, il a vécu paisiblement, dans un respect absolu de l'environnement. Mais cette année, après une décision de justice, Xavier Marmier est dans l'obligation de détruire sa cabane car celle-ci se trouve dans une zone classée Natura 2000. Et la démolition, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on met tout par terre? Ouais. Il faut tout remettre en état. En état, ça veut dire quoi dans un bois? Je me posais la question. Qu'il n'y ait plus rien, qu'il n'y ait plus que les arbres. Une zone Natura 2000, c'est un site protégé qui a pour but de préserver la biodiversité. Mais cette préservation de la nature se fait au prix de l'évacuation des hommes qui souhaitent y vivre. À ce sujet, Titiou Lecoq a écrit un article très intéressant dans Slate. Je vous en lis un extrait. L'idée qui sous-tend ce jugement, c'est celle que l'être humain doit être exclu de la zone Natura 2000 en fonction de son essence d'être humain et non de son mode de vie, écolo ou pas. L'appellation Natura 2000 devient ainsi une attaque contre les habitats écologiques. Nature versus humain. Zone protégée versus territoire bétonné. C'est cette vieille dichotomie qui nous a menés à la catastrophe actuelle. Le patrimoine naturel revient à décider ce qui est de l'ordre de la nature et ce qui ne l'est pas. On crée une zone et puis on décrète « ça va être naturel », comme on administrerait un musée vivant en continuant à bousiller tout le reste parce que nous ne parvenons pas à penser l'être humain au sein de la nature, mais à côté. Cette histoire illustre bien à quel point l'écologie conservationniste exclut l'idée d'une cohabitation possible de l'homme et de l'environnement. Cette vision de la préservation justifie la séparation nature-culture avec l'idée que l'homme serait naturellement enclin à faire du mal à son environnement et que donc il devrait protéger la nature de l'homme. À contre-courant de cette conception, nous allons voir que l'homme peut au contraire être un bienfait pour la biodiversité et qu'il peut même être considéré comme appartenant à cette biodiversité. L'exemple le plus proche de nous, c'est Notre-Dame-des-Landes. Non seulement la vie des habitants n'est pas hostile à l'environnement, mais son interaction y est favorable. À Notre-Dame-des-Landes, on ne se mobilise pas pour défendre un paysage, une nature extérieure. On n'est pas dans la contemplation et la protection distanciée. On se mobilise pour défendre un territoire où se manifestent des interactions de l'homme avec le milieu naturel dans lequel il évolue et pour lequel il lutte. Les zadistes ne se contentent pas de protéger un paysage, ils cohabitent dans un territoire. À ce sujet, je vous conseille la bande dessinée de Alessandro Pinocci, La recomposition des mondes. C'est une bande dessinée où l'auteur va faire une enquête de terrain à la ZAD. Il y revient avec une nouvelle manière de voir le monde. Je vous mets une critique de cette bande dessinée pour vous donner envie de la lire.
c'est Alessandro Pignocchi qui lance l'invitation au voyage. Je vous avais déjà causé de lui. C'est un ancien chercheur en sciences cognitives et philosophie. C'est un auteur et dessinateur de romans graphiques qui s'est beaucoup baladé, notamment en Amazonie, pour en revenir avec l'idée suivante: la nature n'existe pas. C'est une invention occidentale que d'opposer nature et culture. Alessandro, il voit à la ZAD une chose qu'il a observée en Amazonie, pas un grand tout, comme disent les Occidentaux à vide de formule à la con. À la ZAD, comme en Amazonie, je le cite, on a affaire à une foule bigarrée d'êtres, humains, animaux, végétaux, au tempérament plus ou moins tempétueux, qui échangent, aiment et s'engueulent. Et comment a-t-il pu observer la ZAD, Alessandro Pignocchi ? Alessandro y est allé. Voilà. À la ZAD. Vivre, observer, questionner et puis combattre. Dans son blog, il parle un peu de cette expérience. Je le cite. Lorsque les habitants de Notre-Dame-des-Landes se battent pour protéger une mare, un bosquet ou une prairie, ils ne le font pas au nom d'un principe abstrait de biodiversité, mais parce qu'il leur semble inenvisageable de ne plus partager leur quotidien avec des tritons, des tariépâtres ou des campagnols amphibies. Les multiples liens des plus concrets aux plus métaphoriques qui se tissent avec les plantes, les animaux et le territoire deviennent des composantes essentielles de la vie sociale. Les questions environnementales ne sont plus séparées et encore moins antagonistes des questions sociales. Les unes et les autres se mêlent pour être reposées sous forme de questions existentielles touchant directement la façon dont on souhaite vivre sur un territoire donné que l'on partage avec une foule d'humains et de non-humains. En somme, ici se posent les bases de la cosmologie du futur. Nous n'avons plus affaire à des écosystèmes au sens écologique du terme, mais à des anthroposystèmes, dans lesquels les dynamiques sociales interfèrent avec les processus spontanés. Autrement dit, les questions sociales et environnementales ne sont pas séparées. Les habitants de la ZAD ont conscience d'habiter un territoire commun entre humains et non-humains. C'est ce que véhicule très bien le slogan de la ZAD. Nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend. Une autre lacune de l'écologie de la sauvegarde de la nature est son aspect utilitariste. Lorsque l'on protège un site naturel, on se sent obligé de parler des services qu'elle nous rend, à nous, humains. Il faut protéger telle forêt parce qu'elle puise le carbone, qu'elle purifie l'eau. Il faut défendre les abeilles parce qu'elles pollinisent nos cultures. Il faut défendre l'Amazonie parce que c'est le poumon de la planète. La protection de la nature n'est jamais désintéressée. Elle vise à protéger avant toute chose un capital naturel, c'est-à-dire les ressources naturelles vues comme des moyens de production de biens et de services pour les humains. Production d'oxygène, épuration de l'eau, prévention de l'érosion, etc. C'est une vision anthropocentrique de la sauvegarde de la nature. Sauver une espèce pour défendre les intérêts des humains, c'est aussi une forme d'exploitation dans la mesure où elle préserve le rapport de domination de l'homme sur les autres espèces. En fait, la logique de protection est dans la continuité de l'exploitation intensive. On pourrait même dire que la protection permet l'exploitation intensive. À titre d'exemple, les lois sur la protection de l'environnement incluent souvent la notion de compensation. C'est-à-dire que lorsque la réalisation d'un projet urbanistique détruit un environnement ou menace la biodiversité, ce projet doit s'accompagner de travaux de restauration de milieux ou d'espèces afin de contrebalancer les effets négatifs et, en théorie, rétablir un équilibre. Cette notion est un non-sens en écologie, puisqu'elle suppose que les éléments de la nature sont interchangeables. Mais planter une forêt ne pourra jamais permettre de restaurer une espèce disparue. Par ailleurs, les logiques de reboisement en France se font plutôt au détriment de la biodiversité. Les coopératives forestières multiplient les plantations d'arbres résineux et ne plantent quasiment plus d'arbres feuillus. Or, il faut savoir que les résineux peinent à produire de l'humus sans la complémentarité des feuillus. Dans ces conditions, aucune biodiversité ne peut se développer. Par ailleurs, le reboisement suit là aussi des principes utilitaristes. Une grande partie des plantations d'arbres se font en monoculture et sont destinées à l'exploitation intensive. À partir du moment où on continue à considérer la nature comme une ressource, il n'y a pas de salut à la crise environnementale. A l'inverse de cette vision anthropocentrique de la sauvegarde de la nature, nous allons maintenant parler de la vision biocentrique. L'éthique biocentrique, c'est l'idée que la nature n'existe pas pour servir les humains, mais que les humains sont une espèce parmi d'autres. On peut parler de biocentrisme ou d'écocentrisme. Ce sont deux courants qui diffèrent légèrement sur la manière de concevoir la place de l'homme.
Si vous souhaitez en apprendre plus à ce sujet, je vous conseille la vidéo de Game of Earth qui s'appelle Écopo, éthique biocentrique versus éthique écocentrique. Je vous mets le lien dans la description. Pour l'instant, on parlera simplement de l'éthique biocentrique. L'idée générale, c'est que toutes les espèces ont le droit d'exister pour elles-mêmes, qu'elles soient utiles ou pas pour les humains. En fait, l'éthique biocentrique, c'est un élargissement à toutes les espèces de la relation qu'entretiennent entre eux les humains, qu'on appelle en philosophie la morale classique. Il faut traiter l'humanité en tant que fin et pas seulement comme un moyen. Pour vous donner un exemple, quand vous allez acheter du pain, vous dites bonjour à la boulangère, vous la reconnaissez en tant qu'humain et vous ne la considérez pas comme un distributeur de baguettes. Vous reconnaissez que c'est une personne humaine que vous avez en face de vous, un individu, et que le service qu'elle vous rend, en l'occurrence le pain, c'est un moyen, mais il faut aussi la reconsidérer en tant que fin. Pour les animaux, c'est la même chose. Il faut reconnaître leur valeur intrinsèque. Par exemple, on peut utiliser une vache comme moyen pour avoir du lait, mais il faut la considérer aussi comme une fin en soi. Par exemple, ne pas pratiquer l'élevage intensif. Reconnaître aux non-humains leur valeur intrinsèque, indépendamment des intérêts qu'ils présentent pour les êtres humains, c'est pouvoir agir envers eux de manière désintéressée. Un peu comme on le fait avec un animal de compagnie. On le reconnaît avant tout comme un individu. L'éthique biocentrique, c'est une transformation profonde de l'homme dans son rapport au monde et aux autres. C'est l'idée qu'il faudrait basculer d'une relation de sujet à objet vers une relation de sujet à sujet qui tienne compte des intérêts de l'autre et de son intériorité. On retrouve cette idée dans le mouvement de l'écologie profonde. En France, ce sont surtout des philosophes qui se sont emparés de cette question, comme Michel Serres dans les années 90, qui proposait de reconnaître les animaux comme des sujets de droit. Mais aux États-Unis, la deep écologie est surtout un courant militant. Depuis les années 70 et 80, des organisations radicales écologistes, telles que Earth First, ou plus récemment Deep Green Resistance, se réclament de l'écologie profonde et revendiquent la reconnaissance de droits de la Terre. Ces dernières années, cette thématique revient dans le devant de la scène un peu partout dans le monde. Dans plusieurs pays, des rivières, des lacs ou des forêts obtiennent des droits. Pour citer quelques exemples, en 2014 en Nouvelle-Zélande, une loi a reconnu à un parc national, qui était le territoire ancestral d'une tribu maori, un statut d'entité juridique avec tous les droits d'une personne morale. En Inde, le fleuve du Gange a été reconnu comme une entité vivante. En Équateur, des droits de la nature ont été inscrits dans la Constitution. La nature peut être représentée et défendue en justice. 25 procès ont déjà été menés pour défendre les intérêts d'éléments de la nature. Bien sûr, il ne s'agit pas d'accorder les mêmes droits aux arbres qu'aux humains, mais de leur reconnaître des droits inaliénables, comme le droit à la vie ou à la dignité. Cela dit, encore une fois, il ne faut pas que ces initiatives se fassent sur des bases anthropocentriques. Pour donner un exemple, il y a eu ces derniers temps de nombreux débats pour reconnaître juridiquement l'écocide comme un crime international, ce qui est très bien. Mais certains l'ont qualifié de crime contre l'humanité. Or, l'écocide, ce n'est pas un crime contre l'humanité, c'est un crime contre l'environnement. Ainsi, le courant de l'écologie profonde permet d'intégrer les non-humains à notre champ éthique et juridique, mais ce courant n'échappe pas au dualisme nature-culture. De la même manière que l'écologie de la conservation, les partisans de l'écologie profonde peuvent voir l'espèce humaine comme une classe naturellement oppressante vis-à-vis de son environnement. Pour des groupes tels que Deep Green Resistance, il faudrait sauver la nature naturellement bonne de l'homme naturellement mauvais. Les interactions de l'homme avec son environnement seraient à condamner car elles mettraient en péril la vie d'autres espèces. Cette position maximaliste reste sur le même schéma qui placerait l'homme comme extérieur à la nature et devant préserver celle-ci de son impact néfaste. Par ailleurs, leur analyse se concentre souvent sur la manière dont l'homme se comporte avec la nature, mais elle ne prend pas en compte les relations entre humains. Dans un prochain épisode, nous parlerons d'un autre courant, celui de l'écologie sociale. Nous analyserons la théorie de Murray Bookchin, un essayiste anarchiste et militant écologiste qui envisage une autre manière de voir le monde.